Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour David, comment vas-tu ? Salut François, super, et toi? Ça va, la forme. Je suis très content de te retrouver. On a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois ensemble sur différents sujets et à chaque fois, ça a été des moments très sympathiques, conviviaux et puis intéressants et enrichissants. Donc vraiment, je suis très content de t'avoir au micro du podcast expérientiel. Dis-moi, peux-tu nous dire d'ailleurs qui tu es ? C'est qui Je ce peux, David ? je peux. Je suis donc David Rivoire. Je me définis comme un entrepreneur d'intérêt général ou un entrepreneur d'économie sociale. Quand j'étais petit, je voulais être prof ou je voulais faire de l'humanitaire parce que assez tôt, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans l'état du monde. Mais j'ai aussi compris assez vite que sans argent, j'allais avoir un faible impact et donc j'ai réussi à réconcilier un peu ces deux sujets en devenant entrepreneur dans l'économie sociale. Et donc j'ai créé depuis 20 ans des ESUS, des entreprises solidaires d'utilité sociale, des coopératives, des associations dans 3 secteurs. Le premier, c'était la formation professionnelle. Le deuxième, c'était la convivialité, la joie, le lien social. Et le troisième, c'est un tiers-lieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, l'ambiance du podcast, c'est en général, c'est deux personnes qui se retrouvent dans une terrasse de café et qui se parlent. Et là, on entend l'ambiance du café et tous. Donc, vraiment, on est vraiment dans l'ambiance là. C'est génial. Dans l'ambiance, j'espère qu'on m'entend. La relation au vivant, ça te dit quoi exactement ? Ça te parle de quelle manière ? Là, toi, quand tu prononces le terme, ça me parle très fort, ça vibre même. Je peux même aller jusqu'à te dire que ça me fait des petits frissons dans le dos, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé, réfléchi, expérimenté ces dernières années. Et je dis énormément parce que c'est en contraste avec le fait que pas du tout avant, parce que on est dans des sociétés dans lesquelles on a appris à vivre dans la tête, dans la pensée rationnelle, dans la pensée pragmatique. 1 plus 1 égale 2, la conséquence de mes actions. Et on nous a peu appris à descendre dans le cœur et dans le corps, et dans tout ce qui est vivant, et dans laisser être et non dans le paraître. Et moi, ça m'a conduit jusqu'à un burn-out. Et, euh, et c'était il y a 12-13 ans maintenant. Et j'aime bien dire que moi, ce burn-out, il m'a sauvé la vie. Ça a été évidemment douloureux, mais ça a été le début d'autre chose, et ça a été le début de la découverte de la notion de vulnérabilité, la découverte de ce qui est vivant en moi et de ce qui se joue avec les autres, de la découverte de l'importance de la nature et de tout ce qui est non humain, autre qu'humain. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait, qui m'emmène dans des profondes émotions, que de parler du vivant. Quand j'ai la chance d'être dans notre tiers-lieu dans le sud, je passe beaucoup de temps dans la forêt. On a la chance d'être dans un parc naturel en plus auquel il y a une grande biodiversité. Et donc le vivant, moi, ça me fait un peu penser à ça. C'est le vivre ensemble, la vie intérieure, la connexion à la nature, comment on laisse vivre et comment on accueille ses émotions, comment on les partage avec les autres, comment on sort d'un discours de façade pour être dans une vraie relation. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté et dans lequel j'emmène beaucoup mon chemin de vie maintenant. Tu peux nous en parler un peu plus de ce tiers-lieu ? D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un tiers-lieu ou c'est plutôt un lieu ? Ouais, ouais, mais bonne question parce que en effet, on peut commencer par dire que le tiers-lieu, c'est un mot un peu valise dans lequel on pourrait y mettre beaucoup de choses. Donc tiers-lieu, éco-village, lieu tout court, effectivement, disons lieu tout court. En tout cas, pour en parler, le point de départ, en tout cas, c'est
ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la conscience très tôt qui est que la société ne se développe pas dans le bon sens, vers l'ultra-technologie, l'ultra-libéralisation, l'ultra-croissance, et que ce système ne peut pas tenir, qu'il crée trop d'inégalités sociales, qui dérègle la société et qui dérègle maintenant, on le sait, le climat et la nature. Et donc moi, très tôt dans ma vie de jeune adulte, j'ai un truc en trame de fond qui est qu'il faut qu'on revienne à des vies plus simples, plus locales, plus territoriales, et qu'on sorte de ce constat que je fais, qu'on est une civilisation hors sol, c'est-à-dire qu'on est 99% d'entre nous à être totalement incapables de subvenir à nos besoins primaires. Et donc j'ai toujours voulu créer un lieu, et peut-être plusieurs, où on pourrait réapprendre à vivre ensemble, réapprendre à manger ce qu'on produit, réapprendre à vivre plus simplement. C'est très longtemps resté une utopie, et ça a pu sortir du sol il y a 3 ans maintenant, parce que j'ai réuni 10 personnes, 10 coopérateurs pour lancer ce lieu. Alors, quelle est l'intention de ce lieu? Qu'est-ce que tu as envie de créer là-bas? Ou ce que tu es en train de créer d'ailleurs? Ouais, on est en train, parce que ça fait 3 ans maintenant. C'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question, parce que c'est un gloubi-boulga. Il y a une intention globale, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas, qui ressemble un petit peu à une utopie la plus réaliste possible, et qui va montrer que c'est possible de le faire en sortant de nos axes de pensée classiques, nos axes de pensée capitalistes, de consommation, sans renoncer néanmoins à rester dans la vie, et sans rentrer évidemment dans la logique autarcique et de dire nous on a compris ce qui se passait, alors on va aller s'enfermer dans notre petite forêt et les autres ils sont très méchants. Donc une fois qu'on a posé ça, évidemment, on s'expose à plein de contraintes, d'obstacles, de difficultés qu'on essaye de traiter une à une, voire en même temps au fur et à mesure. Et donc, pour tenter de répondre à ta question, les quelques démonstrations qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour qu'un lieu émerge, financières, économiques, stratégiques, de gouvernance, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'activité sur le lieu, pour qu'on commence à obtenir des petites victoires qui montrent que c'est possible. Donc comment on va chercher dans la permaculture, dans l'agroforesterie, une capacité de production, comment on implante une ferme, comment on fait vivre le territoire local, comment on répond à la fois à une clientèle et à des habitants du territoire qui sont proches, comment on connecte avec d'autres lieux, comment on gouverne avec 10 familles qui ont sur le papier rien en commun. Et donc voilà, on essaie de dire si des lieux devaient émerger, si demain la ruralité devrait être reconquise positivement, alors comment on fait communauté? Comment ces communautés s'interconnectent pour bien vivre ensemble? Donc aujourd'hui, Montrieux-le-Hameau, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, Montrieux-le-Hameau, c'est un ancien monastère qui a été racheté par une coopérative qui est administrée par 11 familles qui ont pris l'engagement d'investir leur argent personnel sans attendre aucun rendement ni aucune rémunération, et qui met à disposition ce lieu de 2 structures, une entreprise sociale qui opère une activité marchande, donc qui va organiser des événements, des séminaires, des mariages avec une vocation à sensibiliser nos visiteurs, et une association qui va opérer une activité non marchande, dans laquelle on va retrouver toute une activité agricole et de recherche sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on documente, et qui va mettre à disposition le lieu gratuitement pour ce qu'on appelle des séjours de répit. Donc par exemple en avril, on organise notre premier séjour pour des femmes victimes de violences.
pour des séjours de remobilisation. On va mettre en place des parcours qui permettent à des jeunes décrocheurs scolaires de venir reprendre confiance chez nous, etc., etc. Alors le côté marchand, c'est je viens chez toi pour des événements. Euh, Quel type d'expérience je vais pouvoir vivre justement au sein de Morieux? On essaye de... Ouais, merci de ta question parce que on est dessus en ce moment et on essaye de mixer des choses assez hétérogènes, parfois même hétéroclites. Donc, on va aller sur le côté nature. Donc, tu vas pouvoir aller aux ruches avec notre apicultrice, voir comment vont les abeilles ou si tu tombes au bon moment, aller récolter le miel. Tu vas pouvoir faire un atelier où tu vas fabriquer du sirop avec les plantes du jardin. Tu vas pouvoir aller au potager, cueillir les légumes et venir faire le repas avec notre cuisinier auquel tu participeras après. On va pouvoir aller faire une marche avec un botaniste dans le parc naturel pour comprendre ce qui pousse ici et comment ça pousse, etc., etc. Donc là, on est sur l'aspect vraiment très nature. On va avoir un côté euh, sensibilisation. Donc, on va pouvoir faire une fresque du climat ensemble. On va pouvoir organiser des débats, regarder des documentaires et organiser des discussions ensuite dessus pour éveiller, éclairer à ce qui se passe effectivement en ce moment sur la planète. On va y mettre potentiellement ce qu'on appelle nous des moments de jeu et de joie. Donc, je te disais qu'une une de mes expériences, c'était la convivialité et la joie. C'était une entreprise qui s'appelle le Social Bar et on a vraiment acquis maintenant la profonde conviction que beaucoup de choses partent de là. Être capable de se mettre dans la joie ensemble, dans le jeu, dans la bonne humeur. Donc, on va organiser des battles, des olympiades, des shifumi géants, tout ce qui nous permet de nous connecter ensemble en reconnectant à nos âmes d'enfants. Et puis, comme on est quand même un peu des gens sérieux, on va proposer des moments de tête aussi. On a 20 ans d'entrepreneuriat derrière nous, on s'est manié des business plans, on s'est manié des plans stratégiques, on s'est manié plein de choses. Donc, on va être capable de proposer des réflexions sur des stratégies, des prises de recul avec nos visiteurs plus professionnels. Et enfin, il y a une dernière chose qu'on va proposer, c'est faire émerger les émotions. Donc, moi, je suis beaucoup formé à ces sujets, notamment dans quelque chose qui s'appelle le travail qui relie, qui est un mouvement d'éco-psychologie de Johanna Messi, absolument. Donc, je suis devenu facilitateur en travail qui relie. Et donc, on organise des stages dédiés au travail qui relie, mais on introduit aussi beaucoup de l'esprit du travail qui relie dans ce qu'on fait par ailleurs. C'est-à-dire qu'on va proposer à des gens qui n'ont pas l'habitude de venir tutoyer progressivement le partage de leurs émotions et de s'apercevoir que parfois on est effectivement beaucoup dans des small talk et que on se reconnecte finalement assez facilement aux émotions, à ses émotions, aux émotions des autres, c'est que ça fait beaucoup de bien de se découvrir autrement. Ben, c'est bien, tu me tends une perche là avec le travail qui relie. Ouais. On a parlé de l'expérience, etc. Comment ça se passe justement parce que avec une pensée qui sort des schémas traditionnels, évidemment, s'entourer d'une équipe qui est alignée et qui est cohérente avec cette vision, comment ça se passe? Comment on fait? Euh, ouais, c'est une gageure, c'est-à-dire que ce qui se passe chez nous se passe à peu d'endroits ailleurs, donc c'est surprenant, interpellant. Même des gens qui se méfient parfois en disant mais votre truc là, ce n'est que pour mieux nous exploiter. Enfin, il y a tout un tas de représentations qui se passent là-dessus. Donc nous, on s'est beaucoup formé par ailleurs en intelligence collective. Alors appelons ça la sociocratie, l'holocratie, l'intelligence collective, collaborative, enfin tous ces mécanismes qui permettent de sortir des schémas verticaux et d'essayer de travailler de manière plus horizontale. Donc c'est le premier élément. C'est comment on introduit des méthodes de travail et de collaboration qui permettent à tout le monde d'exister et de sortir je dois référer à Patrick ou à Martine et c'est Patrick ou Martine qui décident. Donc j'apprends à vivre avec les autres et à faire avec les autres. Et
Et nous, on s'est assez rapidement dit que la méthode mécanique d'intelligence collective ne suffisait pas et qu'il fallait aller chercher les émotions. Il fallait permettre aux émotions d'exister et d'émerger. Et pour répondre à ta question, c'est un long travail, progressif, fait d'écueils, fait de haut, fait de bas, mais avec 3 ans de recul maintenant, pour lequel j'ai quand même envie de dire que c'est quelque chose qui, même si ça progresse en sinusoïde, ça progresse constamment. C'est-à-dire que le muscle de la coopération, de la joie, du vivre ensemble, de l'acceptation des émotions se renforce. C'est intéressant ce que tu dis parce que à travers les cours que je peux donner sur le management, le leadership ou quoi que ce soit, avec les jeunes, on leur parle jamais des émotions. Jamais. Et à chaque fois que j'aborde le sujet, c'est une surprise incroyable qui arrive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche le sujet des émotions, j'ai toujours un étudiant qui vient, et en général c'est celui qui parle le moins, et qui vient avec une situation très, très puissante, très douloureuse, et qui ose la poser. Et on a l'impression que d'aborder le sujet des émotions, de la gestion des émotions, d'en parler, de les poser, est un sujet qui est pas du tout, comment dire, qui est pas du tout étudié, alors qu'il est extrêmement important. Et je trouve que c'est vachement intéressant que tu puisses parler de ça. Je trouve ça tout à fait pertinent. Pardon, je vais peut-être envoyer un message là-dessus parce que je pense que c'est essentiel. Tout est là. Moi, j'en suis d'abord la première victime. Hein. J'ai hérité de mon burn-out, des douleurs corporelles, plein de choses, puisqu'en fait, quand on n'exprime pas ses émotions, elles s'expriment ailleurs. Hein. Donc, soit c'est le corps qui lâche, soit on commence à avoir des addictions, soit on devient passif-agressif, on gère mal ses... Donc, les émotions, elles se manifestent quoi qu'il arrive. Et effectivement, on nous a appris à surtout les taire. Euh, Mhm. et, euh, et nous, c'est marrant parce que moi, je viens d'un monde où les émotions n'avaient pas leur place. Où maintenant, je suis dans un monde où tu me touches, je pleure. Et c'est vraiment hyper agréable. Et on se fait des réunions en équipe au hameau où on pleure régulièrement et, euh, et ça fait du bien à tout le monde, quoi. Et moi, le premier, et moi, j'ai eu plein de gens qui sont venus voir en me disant, putain, c'est la première fois que je vois un patron pleurer, quoi. Et c'est chouette. Donc voilà, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'on touche ici quelque chose qui est absolument essentiel. Ben, c'est réhumaniser vraiment Ah ouais. l'entreprise. C'est pas Ouais. parce que tu es patron que tu es Superman. Ben voilà. Hein. Tu peux nous parler un peu de l'économie solidaire et sociale parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais dans le concret, ça veut dire quoi exactement ça... Ouais, c'est une bonne question parce que ça aussi, c'est un léger gloubi-boulga. C'est une immense famille qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, en fait, elle a une définition hyper large. Aujourd'hui, si je fais un peu de technique, tu peux faire partie de la famille de l'économie sociale par ton statut. Donc, si tu es une mutuelle, une association, une coopérative, tu es de fait dans la famille de l'économie sociale. Tu peux y appartenir par ton activité. Donc, tu peux te déclarer entreprise de l'économie sociale et là, tu dois le démontrer par ce que tu fais, donc quels impacts tu as. Ce qui pose évidemment plein de débats parce que si je pousse le schéma un petit peu plus loin, tu peux tout à fait être une coopérative ou une association qui fait du trafic d'organes ou qui vend des armes et tu feras quand même partie de la famille de l'économie sociale. Donc, il y a un grand débat il y a un grand débat dans le secteur qui est de dire est-ce qu'on l'est par statut ou par destination. Et c'est un débat qui n'est pas tranché. Mais en tout cas, dans cette immense famille, je crois qu'il y a une intention de départ qui est le constat que le capitalisme est devenu fou, c'est-à-dire d'une approche économique qui doit subvenir à nos besoins. Il a été rattrapé par sa nécessité constante de croissance et par sa financiarisation, qui est faire de l'argent avec de l'argent, qui est le sommet de la perte de sens. Et que l'intention de l'économie sociale est de remettre du sens en disant l'économie doit être au service de, de la société, de la protection sociale, de la protection du vivant,
et on doit sortir de cette confusion entre le capitalisme financier et l'activité économique en fait. Une activité économique peut être saine et nécessaire pour que des gens vivent ensemble et vivent bien en phase avec leur environnement. Donc l'économie sociale, elle adresse cette intention-là. Elle est très protéiforme, elle est très jeune finalement par rapport au capitalisme économique, et donc elle émerge depuis pas mal d'années. Et toi, tu le déclines comment, cette économie solidaire et sociale au sein de Montrieux? Alors on le décline de plusieurs manières. D'abord, c'est un projet à but non lucratif. Donc, et ça a été, c'est marrant dans la documentation qu'on essaie de faire de ce qui nous arrive, on s'est aperçu que très rapidement, quand on s'est dit bon, ça va être simple, la somme d'argent qu'on investit, quelle que soit la prise de valeur potentielle du bien immobilier qu'on a acheté ou de ce qu'on fait, on touchera pas cette plus-value. Et donc en fait, tu t'aperçois que tout de suite, ça enlève plein de discussions pénibles. Donc une partie de l'économie sociale, c'est ça, c'est euh, prendre un quart de tour, changer de regard et se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour éviter certains écueils. Et après, il y a un deuxième chose qui est nous qu'on appelle mettre le lucratif au service du non lucratif. Donc je disais tout à l'heure qu'on avait une activité marchande et une activité non marchande. Mmh. Notre activité non marchande est financée de trois manières. Des subventions quand on en a, des dons par des mécènes quand on en a, et quand on n'en a pas, on a pour ambition que l'activité marchande, qui a pour but d'être excédentaire, utilise ses excédents pour financer l'activité non marchande. Parce qu'il y a un engagement global que de toute façon aucune richesse ne sorte du projet, que 100%. Et donc d'ailleurs, c'est souvent une confusion qui est faite par l'économie sociale elle-même, qui est être excédentaire ou être bénéficiaire dans le but de financer des actionnaires. Tu peux être de l'économie sociale et être excédentaire si tu as fait en sorte que ton argent soit vertueux et réutilisé de manière vertueuse. Par contre, si tu deviens Mmh. excédentaire dans le seul et unique but d'enrichir un actionnaire, il y a un problème. Mais souvent, parfois, en voulant être de l'économie sociale, on ne veut pas être excédentaire, alors qu'être excédentaire, c'est être durable, c'est être solide, c'est être autonome dans ses ambitions sociales, sociétales et environnementales, en fait. Donc voilà, WAMO, c'est ça. WAMO, c'est faire de la recherche, c'est investir à perte, le temps de créer un modèle, c'est créer un projet scientifique sur toute la partie agricole et de gouvernance. C'est de l'innovation sociale en fait. C'est comment on fait autrement. OK, et puis il y a aussi de l'insertion, tu m'avais dit aussi, il y a de Ouais, l'insertion de ouais, jeunes. il y a aussi de l'insertion absolument. C'est aussi aller, pardon, j'ai oublié de les montrer que l'axe de recrutement c'est pas forcément et certainement pas qu'une compétence. C'est des gens qui ont plutôt une envie et qui peuvent sur la base de cette envie construire une compétence, et qu'on peut le faire avec des gens expérimentés qui forment des jeunes moins expérimentés et qu'on peut apprendre en faisant, et que ces jeunes, on en a 6 ou 7 chez nous qui s'étaient un peu disqualifiés, alors et auto-disqualifiés et qui ont été disqualifiés par le marché du travail, qui plus est dans un territoire rural où il n'y a quand même pas beaucoup de taf, il faut faire 15, 20, 30 bornes pour aller travailler, euh, et, euh, et en fait qui sont en rupture avec les codes du travail qu'on a connus nous, qui n'ont pas envie d'arriver, qui comprennent pas pourquoi il faut arriver à l'heure, qui comprennent pas qu'on leur donne des ordres, et donc qui ont envie de travailler autrement. Et je crois que ça, nous, quand je dis nous, c'est la génération d'avant. On n'a pas encore tous compris qu'il y a des choses qui se passent autrement, et que s'il s'agit certainement pas d'entrer dans un truc totalement laxiste où tout le monde fait n'importe quoi, il s'agit peut-être pas non plus de dire que nos codes sont absolument les meilleurs et immuables, et qu'il y a probablement une convergence. Et cette convergence, moi, l'intuition que j'ai, parce que je commence à le voir un peu au hameau, c'est que comme on a introduit une perte de sens dans ce qu'on fait, parce que tout est tourné vers le profit et uniquement le profit, qui passe par l'ordre, l'injonction, et que nos structures pyramidales ont en fait créé certes beaucoup d'efficacité, mais je pense qu'on est en train de basculer dans la courbe de l'inefficacité, c'est-à-dire que les gens n'ont plus envie, les gens ne comprennent plus pourquoi on leur demande de faire des choses. On est tout simplement en train de revenir à des basiques simples, c'est responsabiliser les gens et travailler sur l'envie d'être là et l'envie d'être ensemble et de construire quelque chose en commun, plutôt que
de travailler pour quelqu'un sans comprendre où on va, quoi. Donc c'est ça qu'on essaye de faire au hameau. Ouais. Et puis tu as parlé aussi de ce projet de recherche agricole que tu fais avec l'INRAE. Tu peux nous en Ouais. dire un peu plus? Ouais. D'ailleurs, c'est un projet de recherche qui a démarré par le côté agricole il y a 3 ans chez nous, mais qui est en fait un projet de recherche qui s'élargit à l'ensemble du projet du hameau. Puisque en fait finalement on s'est dit ça va bien au-delà. Le point de départ c'est comment tu achètes un ancien monastère du XIIe siècle totalement alambiqué qui était un vieil hôtel restaurant un peu pourri. Comment tu fédères 10-15 familles autour de ça qui vont jamais gagner d'argent avec, et comment tu en fais un lieu de résilience sur le territoire. Quels sont tous les obstacles que tu vas rencontrer, comment tu les documentes pour que ça puisse exister et que d'autres puissent faire pareil en évitant le plus possible d'erreurs. Donc, quelles sont les contraintes stratégiques, financières, de gouvernance. Et donc, le projet de recherche, il est très, très global. Et on documente tout ce que je viens de te dire sur qu'est-ce qui marche pas, etc. Et effectivement, il y a un focus sur le parti agricole parce que, comme tu le sais, il y a un énorme sujet, comme tout le monde le sait, un énorme sujet sur l'agriculture et notre capacité à produire aujourd'hui en France. Il y a des injonctions contradictoires partout. Les sols sont pourris parce qu'on y a injecté plein d'engrais. Et donc, on est obligé de faire grandir les exploitations et puis de remettre de l'engrais. Donc, c'est une course en avant qui fait que nos sols seront bientôt complètement tués. On demande aux agriculteurs d'arrêter de mettre des engrais. C'est ce qui s'est passé là en janvier. Mais comme on leur a proposé aucune alternative, bah, en fait, c'est normal qu'ils montent sur leur tracteur parce que c'est absurde en fait. Donc, et en revanche, et Jean-Michel, qui est docteur en histoire au hameau, il est historien et spécialiste du maraîchage. Quand il va chercher dans les archives, il s'aperçoit que les rendements qu'on faisait au 19e, sans intrants et sans énergie fossile, il n'avait rien à envier au rendement qu'on fait aujourd'hui avec l'agriculture dite intensive et industrielle. Donc en fait, ce qu'on fait au hameau sur le projet agricole, c'est comment on réapprend à cultiver comme on le faisait il y a 150 ou 200 ans. Et est-ce qu'on va réussir à faire la démonstration que en faisant ça, on obtient des rendements très très efficaces, on fait vivre un agriculteur décemment et donc on rend à nouveau le métier possible et désirable et on essaye de faire entendre et accepter à nos gouvernants que monter une activité agricole, c'est 4 à 5 ans d'investissement. Donc on ne peut pas couper l'ancienne manière de faire pour transiter. Il faut subventionner, financer, investir dans les micro-fermes. C'est ça qu'on essaie de démontrer. Des initiatives comme la tienne, à travers mon podcast, j'en découvre beaucoup, mais on en parle très peu. On parle beaucoup de ce que fait ceux qui ont l'argent, entre guillemets, parce que la communication a un coût. Ok. Euh, est-ce qu'il y a des initiatives justement pour rassembler des acteurs comme toi autour d'une cause commune, pour partager et communiquer sur ces actions qui sont tout à fait pertinentes et Écoute, c'est un vrai gros sujet parce qu'effectivement, le sentiment qui est le mien et que je partage de plus en plus avec les confrères, les consoeurs qui sont dans la grande famille de l'économie sociale et des lieux qui sont une famille dans la famille, hein, c'est que on court chacun dans notre couloir, quoi. On court chacun dans notre couloir et effectivement, alors si, il y a des organes de fédération, hein. Il y avait le mouvement des entrepreneurs sociaux qui est devenu le mouvement Impact France, et puis maintenant il y en a un deuxième mouvement qui vient d'être recréé qui s'appelle de nouveau le mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc il y a 2 syndicats qui représentent. Pour les tiers-lieux, il y a l'association nationale des tiers-lieux qui s'appelle France Tiers-lieux. Donc il y a des mouvements de fédération, mais comme on reste un secteur, une économie jeune, c'est pas encore des mouvements très puissant. Et on sait que pour se faire entendre aujourd'hui, il faut être puissant. Et puis, quand on colle ça au fait que la croyance largement établie appelons ça l'establishment ou le gouvernement ou qui tu veux, c'est que ce qui va nous sauver, c'est la croissance et la techno-industrie.
c'est compliqué de se faire entendre autrement que comme les gentils bisounours qui sont dans leur forêt, ou les lanceurs d'alerte catastrophistes. Donc voilà. Maintenant, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a un nerf de la guerre, c'est la com, et derrière la com, c'est l'argent. Et comme n'importe quelle économie, l'économie sociale ne peut pas exister sans argent. Et ça, c'est un vrai gros sujet, puisque elle-même parfois refuse cette évidence. Donc, il existe des fonds impact qui investissent dans des entreprises sociales, mais ils sont de plus en plus en difficulté parce que leurs contributeurs leur demandent des rendements de plus en plus élevés, donc ils demandent des rendements de plus en plus élevés à l'économie sociale, et il y a de plus en plus de difficultés à remplir à la fois nos ambitions d'impact sociétal, social et environnemental, tout en ayant une performance économique qui permet de fournir des rendements. Donc c'est un système qui s'emballe un peu de manière un peu dingue. Et comme il y a peu, voire très peu de fonds publics qui sont injectés dedans, et quand je dis de fonds publics, je ne parle pas forcément de subventions qui seraient données, je parlerais d'investissement public. Donc avec la capacité de rendre d'argent, de le rémunérer. Donc voilà, l'économie sociale est capable de générer ça. Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Et très dernièrement, a émergé un projet dont je rêve depuis longtemps, qui s'appelle l'Opération Milliard, qui sont des entrepreneurs de l'économie sociale qui sont en train de se fédérer. Et donc, voilà, ça s'est appelé le milliard. Donc, c'est 1 milliard pour l'économie sociale. Comment on lève 1 milliard pour l'économie sociale? On est déjà 1500 dans ce mouvement qui vient d'être lancé, qui est en train de prendre de l'ampleur, et pour lequel on espère qu'on va se faire entendre, en sachant que 1 milliard, c'est rien. Le plan de France Relance 2030, c'est 50 milliards d'euros, dont l'immense majorité est investie dans la techno, l'industrie, l'énergie, etc. Donc voilà, si des gens nous écoutent, opération-milliard.org, vous pouvez adhérer pour 1 euro. Et c'est un mouvement qui, j'espère, va vraiment émerger. Je vais te poser ma dernière question. Est-ce que Montrieux, le hameau, est une destination touristique? Oui. Par définition, c'en est une, puisque après moi je suis pas un professionnel du tourisme, donc il faudrait qu'on se demande ce qu'est une destination touristique, mais par définition, comme très vite ça n'a pas été pensé comme un habitat partagé pour ses coopérateurs, cofondateurs, mais comme un lieu d'accueil, de mixité d'usage, de mixité sociale et donc de sensibilisation, ça passe nécessairement par un accueil permanent avec un taux de rotation forte. Donc par définition là-dedans il y a des touristes, et pour nous c'est aussi une manière de ne pas se fermer au monde. Enfin, le monde continue de tourner, on va pas mettre les avions au sol, voilà, il y a une nécessité de transition douce moi je réfute beaucoup l'approche manichéenne qui consiste à dire qu'il y a les grands méchants d'un côté, les grands gentils de l'autre, et qu'il faudrait tout casser pour tout recommencer parce qu'on a la solution. Je crois qu'on n'a pas le choix d'être dans une transition très douce. Et donc oui, bien sûr, nous, on fait du tourisme, on leur appelle ça tourisme durable, tourisme vert, on s'en fout au fond. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens viennent chez nous et se disent, tiens, c'est marrant ce que vous faites. Et peut-être qu'on aura planté une petite graine, peut-être qu'elle germera jamais, peut-être qu'elle germera dans 10 ans. Mais tout ça, moi qui fais maintenant beaucoup de travail qui relie et qui est beaucoup connecté à beaucoup de gens maintenant qui croient à ça, on appelle ça le mycélium. Le mycélium, tu sais, c'est le champignon qui se répand un peu partout dans la forêt. Donc voilà, c'est un petit mycélium, c'est des petites archipels un peu partout, et les touristes sont l'immense bienvenue. Bah écoute, David, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble, toujours très riche et intéressant. Je te laisse à ton rendez-vous. Nous sommes dans les temps. Merci, c'est toujours très chouette de discuter avec toi. Salut. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram
ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.